Tout d'abord, merci d'être présent à cette ultime session de la journée. Merci d'être là. On est à quoi H- 30 minutes avant l'apéro. Ouais, c'est dur pour moi aussi. Je vais vous présenter Apache Pulsar dans ces concepts un peu généraux. Je ne vais pas forcément rentrer beaucoup dans le détail parce qu'en 25 minutes, ça peut être un petit peu court. Donc, je vais commencer d'abord par me présenter. Je m'appelle donc Bruno Bonin. Je suis un vieux développeur. C'est une photo que ma femme a prise vendredi dernier. J'étais chez le coiffeur depuis, je vous rassure. Je travaille actuellement chez Zenica en tant que consultant couteau suisse. Donc, je fais un peu de tout. Du back, je peux faire du front, j'ai même fait la peinture chez Zenica aussi. Donc voilà, si vous avez besoin éventuellement à un moment donné, je fais de tout. Pas de musique par contre, je ne sais pas faire. Bien, alors, Apache Pulsar, donc qu'est-ce que c'est Pulsar, c'est un système de messagerie distribué qu'on peut globalement comparer à Apache Kafka. Je sais pas, vous connaissez, qui connaît Apache Kafka? Oui, quand même. Donc voilà, c'est quelque chose qui est comparable de par ses fonctionnalités, si ce n'est qu'il y a quelques petites subtilités qui sont assez intéressantes chez Pulsar. Donc Pulsar, c'est un projet qui est né chez Yahoo il y a quelques années. C'est né d'un besoin. En fait, à l'époque, ils avaient un besoin de faire un système de messagerie. Et les systèmes qui existaient à l'époque ne remplissaient pas l'ensemble de leurs besoins. Notamment, ils avaient des besoins en termes de géoréplication, en termes de multi-tenant. Et donc, ils ne trouvaient pas de réponse à leurs besoins. Donc, ils ont créé ce projet, ce produit. Donc, ce produit est utilisé actuellement pour des apps critiques telles que Yahoo Mail ou Yahoo Financials, Yahoo Finance, pardon. Entre autres, Flickr, je crois aussi, c'est utilisé c'est dans le back-end de Flickr. Le Pulsar, son premier déploiement, c'est 2015. Tout de suite, ils ont open sourcé le produit en 2016. Et donc 2016, ils l'ont open sourcé, donc ça a été hébergé dans la fondation Apache, hébergé dans la partie incubateur pendant 2 ans. Et c'est devenu un top-level project il y a 6 mois, en septembre 2018. Donc si on reprend les fonctionnalités que la communauté d'Apache Pulsar met en avant, donc on parle d'un système de messagerie distribuée avec les données qui sont mises dans le système qui seront répliquées et enregistrées sur disque. Donc ils avaient besoin de réplication géographique, ils l'ont implémenté dans Pulsar. Il y a une garantie d'ordre des messages, c'est un système hyper performant avec une faible latence. Ils ont donc implémenté le multi-entité, multi-tenant. Et il y a d'autres concepts comme garantie de livraison, etc. Donc on va voir comment ils ont implémenté ça. Donc un petit passage sur les concepts et l'architecture de Pulsar. Alors, comme dans beaucoup de systèmes de messagerie, on va retrouver des producteurs, des consommateurs. Les producteurs vont donc poster des messages dans des topics. Chacun de ces topics seront hébergés dans des brokers. Et donc, on va avoir de l'autre côté des consommateurs qui vont aller lire ces messages. Comment ça se passe un petit peu plus en interne? Tout d'abord, on a une première partie de Pulsar, ce sont les brokers. Les brokers, c'est là où sont les points de contact des consommateurs et des producteurs. C'est là où vont être hébergés les topics. Et c'est sur ces points-là, sur ces serveurs-là, que vont se connecter les consommateurs et les producteurs. Point intéressant, contrairement à Kafka, le stockage des logs, enfin le stockage des messages, pardon, n'est pas lié à un broker. Il est déporté sur un autre système qui s'appelle Apache Bookkeeper. Apache Bookkeeper, je vais en reparler un petit peu après, c'est un système de stockage distribué, hautement disponible, qui est extrêmement performant. Donc là, déjà, par rapport à Pulsar, ils ont fait la différence entre les brokers qui s'occupent de la gestion des messages, des traitements des messages, et la partie vraiment purement stockage. Et bien sûr, dans l'architecture, dans toute architecture distribuée aujourd'hui, pour le bonheur ou le malheur de certains, on retrouve un cluster, un ensemble Zookeeper,
qui va s'occuper de stocker les métadatas des deux clusters et qui vont aussi s'occuper de la coordination, enfin faire le monitoring des différents serveurs qu'on retrouve dans les clusters, à la fois brokers et les bookies. Alors, ce qui est intéressant dans l'architecture de Pulsar, c'est qu'on, justement, avec cette décorrélation entre la partie gestion des messages, traitement des messages et la partie stockage, c'est que si au besoin, on va pouvoir enchaîner les brokers, c'est-à-dire que si on a besoin de plus potentiellement de CPU pour traiter des messages, etc., eh ben, on va pouvoir ajouter des brokers de manière assez simple, assez facile. Et pareil, si on a besoin de stockage supplémentaire, on va pouvoir aussi, de notre côté, ajouter des bookies qui vont servir au stockage. Donc il y a des corrélations entre les deux et on va pouvoir faire évoluer les deux de manière totalement indépendante. Donc, ce qui est assez intéressant comme pour jouer sur la scalabilité. Alors, pour revenir sur Bookkeeper, donc Bookkeeper, c'est un système de stockage scalable qui est tolérant aux pannes, à faible latence, c'est quelque chose qui est extrêmement rapide. En fait, à l'origine, c'est un sous-projet de Zookeeper qui a été sorti de Zookeeper, d'où son nom un peu qui ressemble beaucoup à Zookeeper. Et maintenant, c'est devenu un projet à part entière de la fondation Apache. Et au départ, ça a été conçu comme solution pour répondre à la problématique de SPOF, le namenode d'Hadoop, qui était un SPOF et qui n'était pas hautement disponible. Et c'était pour répondre à la problématique de haute dispo du namenode d'Hadoop. Et donc, dans le cadre de Pulsar, ce système Bookkeeper est utilisé pour le stockage des données, d'une manière générale, des messages, et aussi tout ce qui est offset, l'offset des messages. Comment ça marche un petit peu, si je rentre un petit peu plus en interne de Pulsar. Donc un topic, donc c'est là où va être hébergé l'ensemble des messages. Un topic va se diviser en un ensemble de segments. Et chacun de ces segments, qui va contenir un ensemble de messages, va être stocké sur les bookies. Alors suivant un nombre de réplications qui est configurable. Donc en fait, dans la terminologie Bookkeeper, les segments, ça s'appelle des ledgers, et ces morceaux vont être donc stockés. Donc pour un topic donné, on va avoir l'ensemble des messages qui va être réparti, alors pas sur l'ensemble des bookies, mais sur un certain nombre de bookies, pour avoir cet aspect haute disponibilité. Donc là, contrairement, alors je reprends toujours un peu le parallèle avec Kafka, ça peut être intéressant de faire le parallèle. Dans le cas de Kafka, de mémoire, on a un ensemble, une partition par exemple. La partition, elle est carrément stockée de manière entière, enfin c'est divisé un peu par fichier, mais de manière entière sur le broker. Alors que là, dans le cas de Pulsar, si on a une partition, on peut aussi partitionner, mais donc un topic, l'ensemble des messages va être découpé en segments et ensuite éparpillé sur l'ensemble des bookies. Donc aussi, on est sur une architecture hautement disponible. Si un bookie tombe, bien sûr, automatiquement, va y avoir recopie des segments qui vont manquer sur les bookies qui seront toujours disponibles. Et ça va se faire automatiquement de manière totalement invisible, bien sûr, pour les clients et les consommateurs de Pulsar. Alors, je voulais faire une partie démo, mais je pense que je la ferai peut-être sur la fin. Ça, c'était les différents éléments de la démo. Je la ferai sur la fin. Je vous montrerai comment un petit peu ça marche. Hop. Alors, les modes de consommation. Dans Pulsar, on a différentes façons, les consommateurs ont différentes façons de consommer les messages. Enfin, différentes façons. Ils vont consommer les messages, mais on va avoir plusieurs modes d'abonnement, de souscription au topic. La première façon de faire, c'est d'avoir le mode exclusif. Ça veut dire que sur un topic, sur la souscription, ici souscription A, il va y avoir, qui va être de type exclusive, il ne pourra y avoir à un instant T qu'un seul consommateur. C'est-à-dire si un deuxième consommateur essaye de se connecter sur la souscription A, il se fera tout simplement bouler. C'est un mode exclusif, un seul consommateur sur une souscription de type exclusive. Un deuxième mode qui est presque le même mode que le précédent, il n'y a qu'un consommateur à un instant T, mais par contre, un deuxième consommateur pourra se connecter, mais il sera passif, c'est-à-dire qu'il ne deviendra actif que si le premier consommateur tombe. Il y aura automatiquement
un rebalance des messages sur le deuxième consommateur. On est en mode failover classique. Et un troisième mode, qui est le mode shared. Alors dans le mode shared, ça va être un mode où les messages, on va pouvoir avoir plusieurs consommateurs qui vont consommer l'ensemble des messages du topic. Et ces messages vont être balancés en mode round-robin sur l'ensemble des consommateurs. Une contrainte de ça, il faut avoir ça en tête quand on met ce genre de consommateur en place, c'est que bien sûr, l'ordre n'est plus du tout garanti, parce que les messages, si on avait des messages qui sont bien sûr dans le topic, ils sont mis les uns à fil des autres, mais une fois qu'ils sont mis en round-robin, on n'aura pas l'ordre, on va le perdre. Un message 1 va être traité par le premier consommateur, le message 2 va être traité par le deuxième consommateur. Si on espérait qu'il soit traité par le même consommateur, ce n'est pas le cas. Contrairement à Kafka, par exemple, si on met une clé avec Kafka, tous les messages avec une même clé seront traités par un même consommateur. Il y a une garantie d'ordre pour tous les messages qui ont la même clé. Ce n'est pas le cas avec Pulsar. Alors, bien sûr, sur un topic, on pourra avoir plusieurs abonnements. Parce qu'en fait, typiquement, sur ce genre de système, on peut avoir différentes typologies de consommateurs sur un même topic. Et donc, chacun des topics va consommer son propre rythme et avec son propre mode. Donc, sur un même topic, on peut avoir un mélange de plusieurs types de souscriptions. Ça ne pose aucun problème. Pareil, je reparlerai en démo, mais grosso modo, Pulsar fournit des outils qui permettent de tester au moins les clients et faire des tests de clients et de producteurs et de consommateurs. Pardon. Alors, les messages. Un message dans Pulsar, c'est quelque chose de très simple, hein, c'est un tableau d'octets. Il n'y a aucune contrainte sur le contenu du tableau, enfin des octets. On peut y affecter une clé si on a besoin. On peut aussi mettre d'autres propriétés, d'autres métadatas associés à ce message. Dans le message, on retrouvera le nom du producteur. Tout ça, c'est pas à faire. Hein. La partie nom du producteur, edit séquence, tout ça, c'est fait automatiquement, hein, bien sûr, par les clients. C'est pas à vous de le faire. Et aussi, on va retrouver un ou deux timestamps, comme le timestamp à quel moment le message a été émis. Et donc, le cycle de vie des messages dans Pulsar. Ça, c'est le cas nominal, le cas par défaut pour un topic, c'est-à-dire que tous les messages qui n'ont pas été acquittés par un consommateur seront stockés dans Bookkeeper. C'est-à-dire que si vous avez un consommateur qui, pour une raison XY, ne consomme pas, n'arrive plus à consommer, pas de problème. Les messages, de toute façon, sont stockés dans Bookkeeper. Il pourra de toute façon revenir sur les messages une fois qu'il sera redevenu disponible. Une fois que les messages ont été acquittés par les consommateurs, en fait, il faut bien avoir en tête que c'est un acquittement qui sera fait par l'ensemble des consommateurs sur les différents abonnements. Ce n'est pas juste un consommateur. Il y a plusieurs typologies de clients, bien sûr, ça sera sur l'ensemble des clients, des consommateurs. Et donc, tous les messages qui ont été acquittés vont être supprimés automatiquement de Bookkeeper, de Pulsar. Deux exceptions à ça, enfin deux cas un peu à la marge. On peut aussi affecter sur un topic, configurer un topic pour qu'il y ait de la rétention. C'est-à-dire qu'un message qui va être acquitté va quand même être gardé un certain temps. Ça peut être des jours, des mois, des années, ça ne pose pas de problème. Donc voilà, le message ne sera supprimé qu'au-delà du délai de rétention. Et il y a une deuxième alternative, c'est d'avoir un time to live sur le topic. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les messages qui vont être postés vont avoir, à partir du moment où ils sont dans Pulsar, ils vont avoir une durée de vie. Et même si le message n'a pas été lu, il sera quand même supprimé. Principe du time to live. En fait, je crois qu'en interne, il acquitte automatiquement les messages. Et donc, comme tous les messages acquittés sont supprimés, ça part dans la moulinette habituelle. Voilà pour le cycle de vie des messages. Alors, développement avec Pulsar. Pulsar fournit un certain nombre de librairies clientes. Il y en a une en Java, en Go, en Python, en C, C++. Et en plus, Pulsar fournit une API pour se connecter au broker via du WebSocket. Il y a des exemples dans la doc où ils font un exemple de client en Node.js, par exemple, pour ceux qui voudraient faire du JavaScript. Donc comment ça se passe? Alors je vais vous montrer des exemples, ça c'est des exemples en Java.
Alors, pour commencer, quand on va vouloir créer un client, que ce soit un consommateur ou un producteur, on va créer une instance de la classe Pulsar Client, dans lequel on va lui donner notamment l'élément de base, c'est le point de connexion, où est mon broker, un de mes brokers. Et ensuite, on peut rajouter tout un tas de paramètres liés à soit la sécurité, l'authentification, des paramètres sur les timeouts, etc. Enfin, toute la configuration qui va bien pour ce client-là. Et à partir de là, on va par exemple pouvoir créer un producteur. Donc un producteur, on va lui donner le nom du topic sur lequel il va aller produire ses messages. Et on va retrouver son nom. Ce qui est intéressant d'avoir son nom ici, c'est que par défaut, si vous ne mettez pas de nom, il va générer un nom automatiquement. Il faut savoir que le nom, en fait, se retrouve après dans le message. Donc, si vous mettez un nom un peu lisible, vous allez savoir de quel est celui qui a émis le message. Ça permet de tracer un peu mieux les messages. Ensuite, vous allez avoir un certain nombre de paramètres. Bon, ça, j'en ai mis quelques-uns, mais on peut se contenter de juste mettre le topic et le nom du producteur. On crée le producteur. Et ensuite, on va avoir deux modes pour envoyer les messages, soit un mode synchrone. Donc là, j'envoie mon tableau de bytes, ou alors en mode asynchrone, et là, on va avoir un certain nombre de messages avec lesquels on va pouvoir jouer pour récupérer, pour savoir si le message a bien été envoyé ou pas. Donc voilà, pas très compliqué, hein. C'est plutôt assez facile de concevoir un producteur. Côté consommateur, c'est pareil. Donc, on va utiliser donc, le client qu'on avait construit auparavant. On va lui donner le nom du topic sur lequel on va vouloir lire les messages. Le nom de la souscription. Chaque souscription est nommée, en fait. Il n'y a pas de connexion. Enfin, ce n'est pas une connexion, mais ce n'est pas un accès direct. On passe par une souscription. Et donc, le type de souscription, ici, j'ai mis exclusive. On peut mettre shared ou failover. Donc, je m'abonne au topic. Et ensuite, je vais avoir la méthode receive qui va me permettre de recevoir les messages. Et puis après, on va, ici, c'est le message qu'on reçoit. Ici, on retrouve les données, le nom du producteur, l'ID du message, par exemple. Et un élément hyper important, il faut ne pas oublier l'acquittement des messages. Alors, là, j'ai mis l'acquittement d'un seul message, mais il existe aussi un mode où on peut acquitter par paquet. Si on traite beaucoup de messages, on les traite beaucoup, et puis on balance l'acquittement comme une brutasse. Bon, ouais, c'est pas mal. Alors, le multi-tenancy. Qu'est-ce que ça veut dire dans le cadre de Pulsar? Donc, en fait, tout à l'heure, je vous ai montré le nom du topic sur lequel on allait connecter notre client ou nos clients, producteurs, consommateurs. Mais en fait, le nom complet d'un topic, il est un peu plus compliqué que ça. Il a plusieurs éléments. Donc, quand on ne précise pas tous les éléments, voici à quoi ça ressemble. Donc, premièrement, on a le nom du topic, bien sûr. Ensuite, on a une notion de namespace. Dans un namespace, on va pouvoir retrouver plein de topics. Ensuite, on va avoir le nom du tenant, de l'entité. Et dans cette entité, on va pouvoir aussi avoir plein de namespaces. Et donc, on a le type de topic, persistant ou pas persistant. Donc, par défaut, quand on crée un topic avec juste son nom, c'est un topic persistant qui est dans l'entité publique et dans le namespace default. Qu'est-ce que ça veut dire quand je vais vouloir faire du multitenant dans Pulsar? Ça veut dire que on va pouvoir créer des tenantes, on va pouvoir créer des tenantes, des entités produits, une entité marketing ou je ne sais pas quoi. On va pouvoir ensuite créer dans ces entités des namespaces. Et dans ces namespaces, on va pouvoir leur accrocher des topics. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir gérer un certain nombre de paramètres, non pas au niveau topic, mais on va pouvoir les gérer un niveau au-dessus, c'est-à-dire au niveau namespace. Essentiellement au niveau namespace, il y a très peu de choses au fait au niveau tenant. Donc typiquement, on va par exemple pouvoir gérer des quotas de place disque, la place occupée par les messages. On va dire, voilà, les messages qui seront dans ce namespace-là ne doivent pas faire plus de 2 Tera. On va bien siloter chaque namespace. On va pouvoir aussi jouer sur la rétention. On va dire, voilà, tous les messages qui sont dans mon namespace log, c'est juste la durée de rétention, c'est, je ne sais pas, 2 jours, 10 jours, enfin ce qu'on veut. Ça va nous permettre de siloter chaque entité et donc d'avoir des paramètres, notamment sur la sécurité aussi, c'est valable aussi pour la sécurité. Donc en fait, comme ça, au niveau Pulsar, on ne va pas avoir peut-être le risque, c'est toujours d'avoir, je sais pas, un consommateur qui émet beaucoup de messages et que les autres auront du mal à avoir leur place. Là, on va bien siloter et on va pouvoir mettre tout un tas de quotas. On va pouvoir gérer ces quotas, gérer la sécurité, entité par entité. C'est comme ça que Pulsar gère cet aspect-là.
Il y a les outils d'admin qui vont bien pour créer les tenantes et créer les topics, les namespaces, pardon. Donc voilà, il y a le Pulsar admin qui permet de gérer tout un tas de choses, et notamment pour créer, ici je crée un tenant qui s'appelle démo, je crée un namespace qui s'appelle devox dans le tenant démo, et ici je gère ma rétention, donc voilà, je lui donne une taille et puis une durée de vie. Tac. La géoréplication. Alors ça aussi c'est une fonctionnalité qui est assez intéressante dans Pulsar. C'est-à-dire que c'est quoi l'idée? C'est grosso modo, c'est comment je vais faire. Supposons que j'ai plusieurs clusters, je suis une grosse boîte énorme, j'ai j'ai des clusters dans tous les coins, mais par contre, je veux qu'un consommateur qui est dans la région, je ne sais pas, aux États-Unis, il soit aussi capable de consommer les messages qui sont émis par l'entité française, par exemple. Donc comment ça va être géré côté Pulsar? En fait, ce qui va se passer, alors ici, on retrouve nos 3 clusters qui peuvent être dans des régions différentes, les États-Unis, je ne sais pas, Asie, Europe, par exemple. On va avoir un topic qui va être identique ici, qui donc fait partie d'un namespace global. Et à chaque fois qu'un producteur, que ce soit un producteur dans cette zone-là, un producteur dans cette zone-là, ou un producteur dans cette zone-là, qui va émettre un message de ce topic-là, chaque fois qu'un message va être dans un de ces topics, automatiquement, il va être répliqué sur les autres entités, enfin dans les autres clusters. Et la configuration, elle est très très simple, hein. Il suffit de déclarer que le topic est de manière globalement, enfin c'est assez simple. Il suffit de déclarer un topic qui est comment dire, global à l'ensemble des clusters. Et ainsi, on va pouvoir faire de la recopie sans que ça, enfin, de manière très, très, très transparente d'un point de vue client ou d'un point de vue consommateur. C'est pareil, supposons qu'on ait un producteur ici qui émet un message dans le topic 1, et ben on peut très bien avoir un consommateur qui est sur ce topic aussi 1, mais dans un autre cluster, et ben, il va le recevoir comme n'importe quel autre consommateur qui serait sur le même cluster. Et c'est très facile à mettre en œuvre. Enfin, très facile. À configurer, c'est facile. Je ne parle pas des problématiques de réseau et tout ce qui traîne en dessous, hein. Je me place d'un point de vue juste celui qui va faire Pulsar admin, vas-y zou. Alors, une autre fonction qui est, moi, que j'aime bien aussi côté Pulsar, c'est les fonctions, les Pulsar Functions. Alors, l'idée d'amener ces notions de function, c'est un peu... l'idée, c'est d'amener une capacité de traitement directement dans les brokers, sans avoir besoin d'utiliser un framework comme Spark ou Flink. L'idée, c'est... Alors, les traitements qu'on va faire dans ce cadre-là ne sont pas forcément des traitements très compliqués, c'est souvent des choses simples. Je fais une transformation du message ou des choses comme ça. Donc, comment marche une fonction quand elle va être déployée? Eh ben, en entrée, elle va prendre les messages qui viennent d'un certain nombre de topics, et elle va mettre un message, le résultat, dans un autre topic. C'est aussi bête que ça. J'ai une entrée, enfin j'ai n entrées, pardon, et j'ai une sortie. Éventuellement, on peut aussi configurer un topic de log, ce qui est assez intéressant parce que quand on a des fonctions qui vont être éparpillées sur l'ensemble des brokers, avoir un topic de log qui va vous permettre de centraliser l'ensemble des logs liés à cette fonction, c'est quand même aussi assez intéressant. Alors bien sûr, hein, une fonction, on sent bien derrière qu'il va y avoir ce côté de déploiement dans des conteneurs, etc. Le nom n'est pas innocent, hein, bien sûr. Donc comment ça va se présenter de base? Alors il y a 2 types de fonctions. Là, je vais vous présenter la version la plus simple. Celle qui ne repose sur absolument aucun framework, même pas une librairie, enfin une dépendance sur Pulsar. C'est-à-dire, grosso modo, quand je veux faire une fonction en Java, eh ben, j'implémente function, le truc de base de Java. Hein. On ne voit pas du tout de Pulsar là. Et j'implémente la méthode apply. Donc input, ça c'est un message de type string, et donc string, ça c'est le message que je vais envoyer sur le topic de sortie, de destination. Donc vraiment c'est ça. Et juste pour la blague, j'ai mis l'équivalent en Python. C'est pas plus compliqué que ça, donc la fonction en Pulsar. C'est ça qu'on va déployer dans le broker automatiquement. Alors là, si on veut déployer la fonction le jar, donc on fabrique le jar, on donne le nom de la classe. Le FQFN, c'est le Fully Qualified Function Name, c'est le nom unique de la fonction. Ici, on va lui passer l'ensemble des topics d'entrée. Ici, en output, le topic de sortie.
Et voilà, et c'est parti, on a une fonction qui est déployée dans le cluster. Alors, en résumé, je vous ai parlé de quoi? Je vous ai parlé un peu des clients, les producteurs, les consommateurs, les messages qui sont poussés au niveau broker. Je vous ai parlé de la partie functions, que vous venez de voir, et un petit peu, je vous ai aussi parlé de la partie stockage des messages avec les bookies. Je ne vous ai pas parlé de quoi? Je ne vous ai pas parlé de Pulsar.io, qui est aussi c'est l'équivalent de Kafka Connect, en fait, grosso modo. C'est cette capacité à aller chercher des messages à l'extérieur et à les pousser dans des topics, ou l'inverse, c'est-à-dire de lire dans les topics et aller pousser ça sur un système extérieur. Je ne vous ai pas parlé non plus de Pulsar SQL, qui est basé sur Presto. Qui est donc cette capacité qui est offerte aux utilisateurs de faire des requêtes SQL directement sur les topics, enfin directement, pas directement sur les topics justement, directement sur les messages, parce qu'en fait Presto va discuter avec le bookkeeper, pas au niveau broker en fait. Je ne vous ai pas parlé aussi de la partie stockage tiers. Ça, c'est une capacité de bookkeeper qui permet d'offloader les messages, le stockage des messages, sur des stockages extérieurs dans le cloud, qui permet notamment ainsi d'avoir des systèmes qui vont aller lire le contenu de ce qu'il y a d'avoir des systèmes d'analytics qui vont aller lire des historiques qui auront été déployés dans AWS ou ça, donc dans des stockages qui seront certainement un peu moins chers que ce que vous pourriez avoir au niveau des bookies. Donc voilà, en conclusion, je n'ai pas fait le tour complet de ce qu'on peut avoir. Ce qui est intéressant, c'est que alors je ne vous ai pas parlé non plus de schéma registry aussi. Ils ont un système de registry qui permet de valider le contenu des messages qu'on poste dans les brokers. À la différence de Kafka, le schema registry n'est pas un composant extérieur, c'est dans les brokers en fait. C'est le broker lui-même qui fait comment ça s'appelle, la vérification de la conformité au schéma. Voilà, donc on a un système qui est plutôt pas mal foutu, qui est plutôt complet, qui n'est pas très mature sur certains points. Faut être honnête, la partie SQL, moi c'est pour jouer, hein, parce que franchement, moi je la trouve pas top. Mais le reste est assez sympathique. Faut bien savoir que c'est déployé donc chez Yahoo depuis maintenant 4 ans. Ils en sont alors à plus de 2 millions de topics alors sur leur cluster, hein, bien sûr, c'est réparti. J'ai mis 100 milliards de messages par jour, mais je crois qu'en fait c'est 500 milliards, je crois que je me suis gouré, c'est 100 milliards de messages par jour qu'ils gèrent, avec 150 brokers. Et je ne l'ai pas écrit là, mais je le vois assez souvent, ils ont perdu 0 message. Bravo les gars. Donc voilà, donc c'est un système qui semble assez intéressant. Pour ceux qui font du Kafka, penchez-vous sur ça. Ça peut être intéressant de faire la comparaison. Moi, j'y vois certains avantages, notamment sur la géoréplication. Si vous avez des besoins de géoréplication, je sais que chez nous, chez Zenica, il y a eu quelqu'un qui l'a mis en place en prod, et justement pour cette fonctionnalité de géoréplication. Et si vous voulez plus d'informations, en fait, il y a une boîte derrière maintenant Pulsar, un peu comme Confluent est derrière Kafka. Il y a une boîte qui s'appelle Streaml.io, je ne sais pas trop comment on prononce. Ils ont un blog, et donc ils postent beaucoup d'articles techniques sur comment ça marche en interne, à l'intérieur de Pulsar. Et donc c'est assez intéressant. Et si vous voulez avoir des informations complémentaires sur Pulsar, il ne faut pas hésiter à aller sur leur blog, c'est super intéressant, ils communiquent beaucoup. Voilà, c'est tout pour moi. Merci. Et si vous voulez plus de détails, venez en mois de juin à Montpellier.